Mais est-ce que le discours, l'occupation de l'espace public, l'organisation du fils, ses relations avec différents partenaires et particulièrement avec le pouvoir de l'époque, c'est-à-dire le couple Chadli-Hanouch, les élections locales de juin 90, le premier tour des élections législatives en 91, où le fils est sorti vainqueur avec 188 sièges, donc il allait être éventuellement majoritaire au sein de l'Assemblée, qui pouvait lui-même revendiquer des élections présidentielles anticipées, donc prendre le pouvoir tout entier. C'était peut-être la démarche du fils. Est-ce que tout ça, comme processus, justifiait le coup de force contre le processus électoral et particulièrement contre Chadli Benjdid? Et là, je voudrais que tu avances dans l'argumentaire. Comment tu as lu, comment tu as vécu, comment tu as lu la déposition de Chadli Benjdid? Je l'ai déjà dit la fois précédente, je pense que personnellement, dans un premier temps, j'avais tout à fait adhéré à cette idée. Parce que ce qui me préoccupait, c'était l'Algérie. La sauvegarde de la République. La sauvegarde de l'Algérie. Parce que la République, les islamistes à l'époque ne parlaient pas d'un empire, mais de khalifa. De République islamique. République islamique. Pour la République islamique, si c'est du genre le projet iranien de 78, ça ne me gêne pas. Je l'ai déjà dit. J'ai dit, j'avais beaucoup de sympathie. Tu l'as expliqué parfaitement. Bon. Donc, dans ce cadre-là, j'avais compris le danger d'un bouleversement qui amenait dans la zone, donc Maghreb, dans le bassin occidental de la Méditerranée, une république de type islamique, parce que si l'Iran est à 4000 ou 5000 km de l'Europe, l'Algérie est à peine à une heure d'avion. Une heure d'avion, sans compter les bases et les bateaux qui servent de relais. En tous les cas, tu l'as expliqué la dernière fois pour avancer. C'est ça. Tu avais de la sympathie pour le mouvement, mais une fois le mouvement est passé de sa dimension, j'allais dire, il est passé à la dimension moralisatrice, et de la moralisation, il est passé à l'action violente, tu t'es démarqué pour dire que, attention, ça c'est pour le mouvement islamique. Maintenant, pour la déposition du président Chadli. Est-ce que la déposition du président Chadli était une rupture avec tout cela? Est-ce qu'il y a une façon de sauver le régime, une façon de sauver les hommes du régime aussi? Comment tu expliques ça? Logiquement, si on est respectueux de l'éthique démocratique, la déposition de Chadli est un coup de force, il n'y a pas de doute. C'est indiscutable. C'est un coup de force. Il fallait lui laisser faire son mandat, jusqu'au bout, et à ce moment-là, une fois arrivé à terme, régler le problème d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire le laisser terminer son mandat, tout en suspendant le processus, ou laissant le processus continuer. Sinon, ça serait peut-être contraire à la logique de Chadli lui-même. Bien sûr. Je ne sais pas, peut-être que c'est un peu difficile de conjecturer parce que nous n'avons pas toutes les données. Jusqu'à présent, et encore une fois, nous attendons toujours cet ouvrage qui nous c'est les mémoires de Chadli Benjdid. Nous interpellons aussi bien l'ancien président Chadli parce qu'il a terminé ses mémoires. L'interpellons ici, et nous interpellons Abdelaziz Boubakir qui a conduit ce travail avec l'ancien président Chadli, de les publier. Il faudrait qu'on sache. Parce que le témoignage de l'ancien président Chadli Benjdid est d'une importance extraordinaire. Nous avons besoin d'écouter le président Chadli Benjdid, qui, à mon avis, s'est tenu à l'écart par un sens de l'État et de la réserve d'une grande respectabilité. À mon avis, c'est quand même le sens de l'État, le sens de la réserve respectable qui a empêché Chadli jusqu'à maintenant, malgré les attaques de tous les jours presque, et les insultes entre guillemets, et les diffamations perpétrées contre lui, aussi bien par les gens du pouvoir, par les premiers responsables du pays, que par le commun des mortels. Ça, quand même, il faut lui rendre hommage sur cette question. Il est resté serein. C'est indiscutable.
l'autre problème, c'est ce qu'on ne connaît pas, ce sont les implications de type international. Le maintien de Chadli Benjedid, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter à l'Algérie sur le plan international? Apporter, en termes d'appui ou de neutralité de l'environnement, aussi bien de nos deux voisins, même si c'est surtout le Maroc qui est préoccupant que la Tunisie. Derrière le Maroc, c'est l'axe, bien entendu, Paris-Washington. C'est ça. Et le rôle en particulier de Paris, qui avait été dans un premier temps l'interlocuteur privilégié du régime de Chadli Benjedid, au moins du temps du gouvernement de Ahmed Ben Ahmed. Les choses ont commencé à coincer avec la période de Hamid Brahim. Très bien. Ils ont commencé à coincer. Avec le projet du gouvernement réformateur. Je crois savoir, je me trompe, je parle de Hamrouche, je crois savoir qu'il y avait une sorte de reprise de langue avec la France, sur un certain nombre de points d'accord, de renégociation, etc. Jusqu'à quel point la France aurait pu aider à préserver une sorte de paix intérieure en Algérie. Comme je dis cela, ça ne veut pas dire qu'elle se porte garante. Ce que j'entends, c'est dans quelle mesure elle ne fout pas sa merde, si on peut dire, s'exprimer plus clairement. C'est-à-dire qu'elle ne crée pas les turbulences qu'elle a l'habitude de créer, comme on en a parlé dans les années 70 à la fin de la période de Boumediene. Est-ce que, dans ce sens-là, vu la conjoncture de l'époque, vu la montée du fils, je parle, dans la thèse du pouvoir de l'époque, particulièrement de l'armée, sur la langue de Nza, qui s'est exprimé publiquement, les écrits sont là. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le pouvoir de l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas une vacance réelle du pouvoir avant même la démission de Chadli, enfin, avant même la déposition de Chadli, le coup d'État contre Chadli? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà une vacance de pouvoir en termes de projet? Parce que au lendemain de la déposition et de la destitution de l'ancien président Chadli, on a bien constaté qu'il y avait un vide cosmique au sein du pouvoir, ni projet, ni gouvernement, à part j'allais dire, l'agitation d'un certain Sidi Ahmed Rouzali qui a continué même avec la déposition de Chadli, on l'a maintenu à la tête du gouvernement. Ni programme, ni perspective, ni formule, ni forme de gouvernement, parce qu'il y avait encore une certaine période pour arriver à la fin du mandat Chadli. Donc il y avait un vide politique. C'est-à-dire, c'était l'improvisation aussi. On a arrêté un processus électoral, on a déposé le président de la République légitimement élu, mais entre-temps, il y a le vide, il n'y a rien, on doit réfléchir. C'est exactement la même attitude par laquelle tu as caractérisé le fils. On arrive au pouvoir et on verra. Sauf qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui plaideraient en faveur d'une autre lecture aussi, complémentaire à celle-là. Moi, je suis persuadé, je n'ai pas encore suffisamment de preuves de l'apporter. Je suis persuadé qu'avant même la déposition ou, disons, le remerciement, l'éloignement de Chadli Benjedid, la relève de Chadli Benjedid était programmée. On avait déjà pensé à quelqu'un. Non. Ils le disent, non. Non. Ils ont dit clair, tu ne les crois pas. Je ne les crois pas. Je ne les crois pas. Je ne les crois pas. Parce que j'avais dit dans une séquence précédente qu'ils étaient à la recherche, j'allais dire, de l'homme providentiel entre guillemets, depuis 89, depuis le voyage d'un certain Mohamed Abbas au Maroc. Le contact avec Mohamed Boudiaf n'est pas un contact innocent. Ce n'est pas un contact d'écriture d'histoire ou de réécriture d'histoire. Je crois que c'est un contact... C'était pas la pomme de Newton. Non, pas la pomme de Newton, mais moi je pense qu'ils ont pensé probablement à
ressouder le FLN à la condition que Boudiaf, qui n'avait plus de parti politique en 89, c'était terminé, plus rien, aurait à ce moment-là peut-être accepté l'idée de souscrire enfin à ce que Boumediene lui avait demandé plusieurs fois, c'est-à-dire prise en main de l'appareil idéologique. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est une supputation? C'est pas une supputation. Parce que, moi je te rappelle ici, oui. clairement, les propos de Nza et les propos de Ihab. Oui. Avec la déposition de Chedli, l'idée de la création d'un HCE, n'est-ce pas, du Haut Comité de l'État, était facile. Mais qui mettre à la tête? Comment arriver à mettre quelqu'un à la tête de ce HCE? Ou est-ce que c'est un gouvernement ou c'est une gouvernance collégiale? Nazar dit, à aucun moment, dans la liste qu'ils avaient établie, des gens qui pouvaient remplacer Chedli Ben Jdid, à aucun moment ils n'avaient pensé jusqu'à la dernière minute. Et c'était à l'improviste, et pourquoi pas Tayyip El-Ouattani, une idée qui vient, d'après Nazar, de Ali Haram. Donc, voilà, je te rappelle des propos. C'est ce que disent les politiques, c'est ce que le discours qui est donné à consommation. Moi, je n'y accorde pas grand crédit. Je n'y accorde pas grand crédit parce que ce sont des discours qui sont faits a posteriori. Les faits concrets témoignent du contraire. C'est-à-dire, on a prospecté auprès d'un certain nombre de gens, y compris en 89, j'avais parlé de 89 essentiellement en direction de Mohamed Boudiaf. Il faut que je rappelle, et je l'ai dit, en 89 on a prospecté auprès d'un certain Abdelaziz Bouteflika. Si Abdelaziz Bouteflika est venu subrepticement, presque incognito, presque clandestinement, assister au colloque international organisé autour de la personnalité de Frantz Fanon, qui est l'incarnation de l'intellectuel organique de la révolution algérienne, qui rappelle Boumediene, qui rappelle les grands moments de la guerre, c'est qu'on pensait déjà à cette époque, et probablement les gens qui sont de la gauche du FLN, j'ai donné les noms, les frères Osdir ou les cousins Osdir, Salah Louanchi, Reza Malek, comment il s'appelle, enfin un tas d'autres gens, dans le colonel Sloussi, Boutkamlia, etc., avaient pensé déjà à cette solution. Mais est-ce qu'ils avaient pensé, bon, si je suis ton raisonnement, est-ce qu'ils avaient pensé à cette solution comme une alternative naturelle dans un processus d'alternance? Chedli Ben Jdid, ça aurait été, je l'aurais accepté. Mais moi je te parle d'un moment de crise, parce que si tu penses qu'ils avaient pensé à une alternative à Chedli de cette façon, cela veut dire qu'ils avaient déjà pensé suspendre le processus et arrêter le processus de la démocratisation en 89. Probablement. Non, mais écoute, mais on ne peut pas reposer toute une thèse sur la probabilité. Non, d'accord. C'est peut-être un jugement excessif. Je pense que la perspective de démocratisation de la société algérienne et le processus était suffisamment avancé en 89, puisqu'il y a eu, y compris à l'instar et sous la poussée d'un homme des services, Sidi Malbah, une révision de la Constitution dans le sens de l'ouverture. Ce n'était pas du goût de tout le monde. Ça pouvait être dans une logique de sauvetage de la part d'un homme comme Sidi Malbah. Ça ne pouvait pas être dans la logique des barons du régime et du système, qui eux n'étaient pas favorables à la démocratie. Et on le verra par la suite. On le verra par la suite parce que c'est vrai que ces gens-là qui ont été à l'origine de l'interruption du processus électoral en 1992 ne permettront pas à la polarité démocratique d'émerger. Ils ont tout fait pour écraser la polarité démocratique. Et ils se sont servis de la polarité intégriste et islamiste. De la bipolarisation fils FLN. Absolument. Pour essayer de dire ou c'est le FLN ou c'est le fils. La peste et le choléra, comme on le disait à l'époque. Les deux.
on peut y ajouter tout le reste. Hein. Donc, je ne crois pas que ces gens-là, les gens qui tenaient déjà les rênes du pouvoir et qui avaient plus ou moins mis la main sur l'État comme instrument au service du pouvoir, je ne crois pas qu'ils aient un soupçon de culture démocratique et un souci de la démocratie. Ça, on est d'accord. À ce jour, les lions. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'ils étaient pris de court? Parce qu'à un moment donné, ils pensaient éventuellement maîtriser le phénomène islamiste, particulièrement le FIS, mais la mouvance elle-même a pris le dessus sur l'ensemble, y compris sur les leaders du FIS. Est-ce que tu ne penses pas que le pouvoir lui-même, et particulièrement les militaires, étaient pris de court? Parce qu'à travers ton analyse, sincèrement, et vu ce qui s'est passé après 1992, et particulièrement après l'assassinat du président Boudiaf, franchement, tu leur accordes beaucoup d'intelligence. C'est plutôt, à moins s'ils ont dépassé dans leur stratagème et dans leur intelligence et dans leur truc, la tradition machiavélique. Nous avons déjà parlé de ce problème il y a quelques temps. C'est ça, parce que ici, à mon avis, tu penses... Je continue à persister et à dire la chose suivante. Je ne crois pas que ces gens dont tu parlais tout à l'heure, les Haroun, Zar et tout ça,